qu'on est aujourd'hui en intersyndical, mais c'est un mouvement de 9 organisations syndicales, qui d'ailleurs je crois bien est soutenu par Attac aussi de manière générale, sur tout le territoire français, qui dénonce les difficultés de fonctionnement de l'hôpital, un hôpital à l'agonie, donc on peut reprendre ce qui a été mis sur le petit panneau et sur le parapluie, mais en gros c'est ça. Aujourd'hui, de quoi on souffre? On souffre d'intensification au travail, 13% d'intensification au travail depuis plus de 10 ans à l'hôpital, 2% de personnel en plus. Donc vous voyez bien qu'on intensifie mais on ne met pas le personnel en face. Donc du coup, les infirmières, tous les collègues ils courent partout pour faire le même travail mais avec plus de patients. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les rappels intempestifs et l'auto-remplacement. À l'hôpital public, on a choisi de ne plus avoir quasiment de poules de remplacement parce que ça coûtait trop cher. Les poules de remplacement, c'était un petit peu, quand ça allait pas trop bien, on appelait un tel qui venait remplacer l'infirmière qui était malade, l'aide-soignant, inversement. Au jour d'aujourd'hui, on a tellement un vivier qui est pauvre qu'on se retrouve systématiquement en auto-remplacement, voire aujourd'hui sans remplacement du tout. À l'hôpital de Saint-Malo, dans certains services, notamment de long séjour, l'EHPAD Les Corbières, la MAC B par exemple, au niveau infirmier, eh bien, on n'a plus suffisamment de monde et on est obligé de passer soit par l'intérim, ou soit débaucher des collègues d'autres services pour venir travailler dans ces services-là pour assurer seulement les soins. Donc on se retrouve aujourd'hui avec plus suffisamment de personnel et donc du coup on rappelle les gens de manière intempestive, au mépris d'ailleurs des fois du code du travail. Il faut travailler plus de 12 heures ou il faut travailler sur des plages qui vont de 6h30 à 20h parce qu'on n'a plus personne. Pourquoi on n'a plus personne? Parce qu'en fait on est des métiers qui sont peu reconnus, c'est des métiers qui sont féminisés. On les a très mal payés pendant 15 ans, on n'a eu aucune augmentation de salaire pendant 15 ans, le point d'indice des fonctionnaires était gelé et du coup on n'avait que quelques primes à gauche et à droite et ça suffisait pas entre guillemets. Alors on nous a dit le Ségur va tout sauver. On est aujourd'hui ici, c'est pire qu'il y a un an. Et là quand on entend qu'il y a une mission flash qui s'installe alors que les mots sont connus depuis des années, on peut se poser des questions quand même sur la volonté politique de trouver les solutions pour que l'hôpital public aille mieux. Pour que l'hôpital public aille mieux, c'est simple, il faut former des personnels, mais aussi il faut que les personnels ils aient envie de rester à l'hôpital. Les urgences ferment un peu partout en France. À l'hôpital de Saint-Malo, on va avoir des fermetures de lits dans plein de services pour cet été, c'est du jamais vu. Donc nous en tant que soignants, on a vraiment l'impression qu'on renonce à toutes nos valeurs. Et ça c'est difficile à encaisser. Et si on n'a pas le soutien des usagers, on n'a pas le soutien aussi de certains politiques, ou aussi le soutien entre guillemets de tous les collègues, on voit bien que l'hôpital se délite. Et là au jour d'aujourd'hui on est content d'avoir quand même du monde à cette grève qui s'est faite un peu en catastrophe ici, parce qu'en fait on vient seulement dire sans vous on n'est rien et inversement. L'hôpital c'est de prendre soin de toute la population du territoire de santé. On a un nouvel hôpital, c'est pareil. On nous promet monts et merveilles avec le nouvel hôpital, alors on aura des beaux locaux. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est un hôpital déclassé pour Dinan. C'est des urgences de Dinan de nuit qui sont fortement remises en question. On pense qu'elles fermeront à moyen terme. Donc là aussi, il faut se battre pour tous les services publics. Pourquoi les gens de Cône ou de Matignon seraient des personnes qui seraient, entre guillemets, des citoyens de deuxième zone? Ils payent leurs impôts comme tout le monde. Donc on voit bien que ces décisions-là, elles sont prises par l'ARS et elles sont prises par nos directions. La direction ici, elle ne travaille pas avec les syndicats, ou très difficilement. Et quand elle travaille avec des syndicats, c'est que ça va dans le sens de la direction. Avec mon collègue David, on s'est positionné. À chaque fois que maintenant qu'il y a des gros soucis dans un service, on dépose des dangers graves et imminents et on fait intervenir l'inspection du travail pour que ça sorte à l'extérieur, parce que sinon en interne, ça implose. Juste pour vous dire qu'effectivement on faisait le constat, mais au moins il y a un démenti aujourd'hui, c'est que vous vous êtes mobilisés. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, quand bien même les hôpitaux publics connaissaient des grandes difficultés, il y avait en tout cas dans la rue physiquement pas beaucoup de mobilisation, et pour cause, puisque nos collègues sont sous-effectifs et que donc ils ne peuvent pas se dégager pour être en grève ou venir me manifester à nos côtés. Les autorités de tutelle, les décideurs politiques pourraient même se dire encore aujourd'hui, oh bah il n'y a pas trop de mobilisation, c'est que ça va pas si mal que ça. Mais non,
effectivement, il n'y a pas d'explosion sociale en tant que telle. Mais nous, ce qu'on voit, puisqu'on est vraiment à l'intérieur et au cœur et informé de toutes les problématiques de nos collègues, c'est que c'est une implosion. C'est que le système est en train de s'écrouler sur lui-même. Effectivement, il n'explose pas. Il implose. Principalement aussi par rapport à la grande difficulté qu'on a aujourd'hui en termes d'effectifs. Et Eric en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste refaire un petit parallèle par rapport au projet de nouvel hôpital territorial. Qu'est-ce qu'on peut vous en dire ? Eh ben, c'est bien ça qui nous inquiète déjà dans un premier temps. C'est qu'on ne peut pas vous en dire grand-chose. Quand bien même on a fait voter une résolution d'expertise en CHSCT, la conclusion, je vais faire simple, la conclusion des experts, c'est qu'en tant que représentant du personnel, vous ne pouvez pas émettre d'avis parce que justement vous n'avez pas d'informations. On va positiver à fond. C'est un grand projet, le grand projet, parce qu'on est dans la communication, le grand projet, vous aurez des nouveaux locaux. Bon, admettons, partons du principe que... Mais si on reste dans la même logique de financement de l'hôpital depuis 10-15 ans, c'est-à-dire la tarification à l'activité, ce nouvel hôpital, pour le faire fonctionner, on va se retrouver dans la même politique, dans les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, à savoir qu'on va être obligé de faire des économies sur les ressources humaines pour pouvoir le financer, pour qu'il fonctionne. Là-dessus, on n'a aucune réponse. Nous, on s'interroge là-dessus. On n'a aucune réponse. On n'a aucune donnée au niveau de tout ce qui vous concerne par rapport à votre avenir demain. Les flux, les déplacements. On nous dit, alors fusion hors notre fusion, si je puis dire, puisque il y a encore 2 mois, il devait y avoir fusion. Après, on entend qu'il n'y a plus fusion. Et on m'a encore dit ce matin, bah si, il y a peut-être refusion. Donc... Il y a confusion, peut-être. S'il y a fusion, ce qui irait avec le projet de territoire, avec ce projet de territoire, il n'y a plus qu'un employeur. Vous ne dépendrez plus que d'un employeur. La première question, nous, c'est l'agent n'a plus à faire de demande de mutation ou à accepter éventuellement de travailler sur un autre site. Le collègue de Dinan qui viendrait travailler à Saint-Malo, aujourd'hui, en tant que tel, par rapport à l'aspect juridique, il peut refuser. Le collègue de Saint-Malo à qui on demanderait d'aller travailler à Dinan demain, aujourd'hui, il peut refuser. Ce sont des employeurs distincts. Mais demain, s'il y a fusion, ça sera qu'un seul employeur. On nous dit non, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout à l'ordre du jour, il n'y aura pas de déplacement imposé ou des choses comme ça. Mais nous, on attire votre attention, c'est qu'avec notre expérience, à partir du moment où il y a les possibilités juridiques qui le permettent, vous pensez bien que les employeurs, que ce soit ici ou dans d'autres groupements hospitaliers de territoire, ne vont pas se priver pour utiliser cette possibilité. Parce qu'avec cette possibilité, vous palliez aussi au manque d'effectifs. Ou en tout cas, ça peut vous permettre d'avoir un effectif réduit, plus modeste, puisque vous pourrez éventuellement faire travailler les uns et les autres en fonction des besoins sur les différents sites. Bon, là-dessus, on n'a aucune réponse. Mais nous, on attire votre attention. On doit avoir des réponses sur que va devenir votre mobilité demain. Ça fait des mois qu'on demande des études sur les flux de transport, que ce soit les flux de transport pour les agents et des études aussi pour les patients. On est quand même en train de nous présenter un projet, alors peut-être en plus grande partie pour la population dinanaise, un projet où les moyens de transport, les flux de transport vont inévitablement croître. Il ne suffit pas de faire un bâtiment hyper isolé pour être vraiment respectueux dans un projet, dans la globalité du projet, de l'environnement. Il faut que toutes les organisations de travail, les organisations de prise en charge des usagers correspondent aussi, soient dans la même logique. Donc ça fait 1 an qu'on travaille très bien d'ailleurs avec les syndicats. Et nous, on n'est pas des spécialistes de la santé, on est des simples citoyens. Et on s'est retrouvés dans la même situation, confrontés à une opacité. Ils ne veulent pas discuter avec nous. Ils refusent même de nous communiquer des documents publics. Nos amis des syndicats ont dû saisir la CADA pour obtenir quoi? Non pas le fameux rapport Rossetti, mais une sorte de condensé de moins de 20 pages
Et on ne va pas nous faire croire qu'on construit un projet d'hôpital sur une espèce de rapport infirmier. Voilà. Donc c'est un vrai scandale démocratique. Et c'est un problème politique. Parce que finalement, tout ce que vous avez décrit, c'est le résultat de la politique qui a consisté à dire la santé est une marchandise, et bien donc gérons l'hôpital comme une entreprise. Bon, eh ben, on a le résultat. On était classé à l'OMS comme premier système de santé il y a 20 ans. On a dégringolé à la 20e place. Et on nous prédit une véritable, le terme de David, très juste, franchement l'image est saisissante d'une implosion, c'est vrai, c'est pas de l'extérieur, nous aussi, on essaie de communiquer, de faire des réunions publiques, mais les gens en fait je pense, ils sont déjà noyés dans beaucoup de problèmes et franchement d'en rajouter parfois ça fait peur. Bon, pourtant il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir changer de politique, une autre politique est tout à fait possible. Comment on peut vous aider alors, citoyens qui vont nous rendre des visites aux malades? Ouais. Comment on peut intervenir? Alors je dirais monsieur de bien voter. Oui, ça c'est une évidence. Ouais, mais moi ce que je me rends compte, c'est que finalement, est-ce que ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est pas volontaire? De façon à provoquer l'effondrement du système de santé publique pour le privatiser ensuite. Voilà. Bien sûr, c'est une politique. C'est politique quelque part. Et là, je voulais vous dire que les urgences de Rennes sont fermées le soir, donc il se passe des choses, donc il faut que tout le mouvement des infirmiers soit, comment dire, cohérent et qu'il y ait une osmose, quoi. Oui. Et c'est important parce que moi je pense que tout ce qui se passe actuellement, c'est volontaire dans le fait qu'ils veulent écrouler le système public pour mettre leurs amis au pouvoir dans le système de santé privatisé qui va venir bientôt. Depuis 10 ans, grâce notamment à la Cour des comptes qui fait des rapports dithyrambiques pour équilibrer les comptes, on a encouragé les directeurs d'hôpitaux et le ministère à dire surtout pas trop de mensualité de remplacement. Il faut que les gens s'auto-remplacent. Ouais, mais s'auto-remplacer, ça veut dire que dans ces cas-là, il faut donner une marge de fonctionnement par rapport à l'absentéisme. C'est-à-dire que si vous avez 10% du personnel qui est absent dans un service, il faut que vous ayez 10% de personnel en plus. Sinon, ça veut dire que vous rappelez systématiquement les personnels à revenir travailler à la place du salarié qui est absent. C'est ce qui se passe. On n'a pas donné les moyens pour combler l'absentéisme. Et donc du coup, on est dans une spirale infernale qui conduit aujourd'hui à ce que beaucoup de salariés nous disent « j'ai pas d'intérêt à travailler à l'hôpital, je suis pas très bien payé ». On augmente ma durée de travail puisque on dit les retraites c'est plus longtemps. Il faut savoir que plus de 30% des aides-soignants à 55 ans sont en arrêt maladie parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc on a une pénibilité qui n'est pas du tout prise en compte, ça n'a jamais été réglé par le Ségur. On a une problématique après sur le fait que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une verticalité au niveau des décisions. On a écarté des décisions et les médecins et le personnel non médical. Ce sont que des directeurs qui prennent des décisions. Ces directeurs-là, ils bénéficient de primes au regard des moyens, entre guillemets, non dépensés pour la société. C'est-à-dire qu'on dit il ne faut surtout pas que l'hôpital soit en déficit. Donc on a préféré compresser les personnels, intensifier le travail, mettre en difficulté les personnels médicaux avec des rythmes de plus en plus difficiles. Puisqu'aujourd'hui, on a une médecine qui est à 2 vitesses. Une médecine à 2 vitesses, tout à l'heure, parce que je vous expliquais, pour les usagers qui sont loin sur le territoire, parce que eux, là on va avoir un nouvel hôpital d'Inan et quasiment un hôpital déclassé de 2e catégorie, parce qu'il va s'occuper que des services, entre guillemets, des soins chroniques, avec un service de maladies chroniques, et puis le reste, tout va venir à Saint-Malo. Si vous habitez, ce qu'on explique depuis déjà de nombreux mois, à Matignon, à Cône, à Bron, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes à 50 minutes d'un hôpital. Alors même que dans ces secteurs-là, je vous rappelle que les Côtes-d'Armor, c'est un département qui manque de médecins généralistes. Tout était prévisible, mais on a gardé l'objectif unique, équilibrer les comptes. Il faut que les directeurs d'hôpitaux disent aujourd'hui, on ne peut pas faire du bon travail en fonctionnant avec le service de la tarification à l'activité telle qu'elle est produite aujourd'hui. C'est impossible. On nous a mis dans une logique concurrentielle. On a préféré intensifier le travail, on a préféré sacrifier les personnels pour garder un équilibre budgétaire. Mais ça a été une volonté, je dirais, politique, mais aussi une volonté de nos directions. C'est-à-dire que nos directeurs d'il y a 20 ans n'auraient jamais accepté de fonctionner comme ça. On a préféré des directeurs communicants,
Parce que quand vous regardez par exemple la communication qui est faite par exemple sur les centres hospitaliers, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si nous aujourd'hui on ne vous réunit pas aujourd'hui pour dire que tout va mal et qu'il y a des DGI et tout ça, si vous prenez les communications des directeurs d'hôpitaux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Facebook. Voilà. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, on préfère ne pas stagiairiser et titulariser les personnels. Parce qu'en fait, un chiffre simple, 290 collègues sont sur des postes dits vacants. Postes dits vacants non occupés par des titulaires de la fonction publique hospitalière. 290. Ça, c'était au mois de mars 2022. L'employeur, là, vient nous dire, on fait des efforts, on va stagiairiser 100 personnes. Eh oui, mais 100 personnes, on n'a plus de personnel, on va fermer des lits partout. Alors qu'en juin 2021, on leur disait ça. Il aurait fallu stagiairiser les 290 déjà pour assurer nos personnels de rester sur place. On fermera des lits l'été prochain. Parce que c'est la suite logique. Les gens, ils restent pas s'ils ne sont pas stagiairisés. S'ils n'obtiennent pas des... Stagiairiser, c'est par exemple le 13e mois. Avoir le 13e mois pour un fonctionnaire, par exemple un infirmier, c'est 2 000 € de moins. Ils sont en stage pendant un certain Et temps. ils ne bénéficient pas de la grille salariale. On a une grille salariale qui évolue tous les 2 ans ou 3 ans. On a aussi des droits sociaux. Par exemple, vous tombez enceinte, vous avez 100% de votre salaire. Si vous êtes contractuel et que vous tombez enceinte, parce qu'on a 85% de femmes ici, eh bien vous êtes aux indemnités journalières. Vous avez plus que 50% de votre salaire rapidement avec la sécurité sociale. Et l'hôpital ne paye pas. Si vous ne stagiairisez pas, eh ben vous limitez votre dépense en masse salariale. Or, le problème, et c'est là où je pense qu'il faut dire les choses, les directeurs, nos directeurs, ils ont des primes sur le fait qu'ils équilibrent les budgets. Donc eux, d'un côté, eh ben, ils sont pris entre deux feux, entre dire est-ce que l'hôpital va fonctionner correctement et va prendre en charge, et puis de l'autre côté, le côté budgétaire. Si vous maintenez le côté budgétaire, au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est pas possible. Les hôpitaux comme Saint-Malo, ils sont pas rentables. Donc il faut qu'il y ait un moment que les gens se posent les bonnes questions. Soit on veut un service public qui fonctionne, et dans ces cas-là, on remet des budgets à l'hôpital. Il va falloir rattraper tout le mal qui a été fait depuis 15 ans. Mais je travaille à l'hôpital 2 jours en psychiatrie. J'ai une collègue qui a été en congé maternité, elle a été remplacée 1 mois sur 4. On est resté 3 mois sans collègue. J'ai une autre collègue qui a été arrêtée 2 mois et demi, elle n'a jamais été remplacée. Moi j'ai des problèmes de dos, je suis sur un poste fléché, j'ai été arrêté 1 mois et demi, j'ai jamais été remplacé. Ça c'est depuis décembre. Mais les autres collègues, du coup, au lieu de travailler à 4, ils ne travaillaient plus qu'à 2. Et le nombre de patients n'a pas diminué. Là, du coup, la productivité, elle explose, puisqu'on fait quand même le travail. Parce que le soignant, il se plie en 4 pour les patients. On a un exemple ce matin. On avait un danger grave imminent pour le MACB. Le MACB, c'est un service du docteur Lurton. Exemple, une collègue a fait ce qu'on appelle une feuille d'événement indésirable, parce qu'il manquait une infirmière d'après-midi, samedi 4 juin. Il n'y avait pas d'infirmière d'après-midi. Personne n'est venu travailler, ils ont trouvé personne. Donc, du coup, une des collègues du service, qui n'est pas encore en arrêt, parce qu'il y a déjà 3 arrêts sur 10, dit il faut absolument quelqu'un d'après-midi. Donc elle s'est proposée, elle a fait 6h30 midi, elle est revenue travailler de 18h à 20h. Donc 6h30, 20h. Et donc là, l'employeur, il accepte ça. Parce qu'il faut la continuité des soins. Ouais, mais la problématique, c'est que c'est pas tenable. Votre collègue, elle a été sur le pont de 6h30 à 20h. Elle fait ça une journée, elle fait ça 2 jours, elle fait ça 3 jours, elle fait ça 1 mois, elle fait ça 2 mois. Le 3e mois, qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle est en burn-out. Et le problème, il est là, c'est que nos directeurs, nos directions, le ministre, le premier, ils ont profité de ça pendant des années. Et ils ont dit, parce que ce sont des métiers féminins, que les femmes, elles sont entre guillemets plus dociles. Dans le milieu soignant, on a quand même des collègues qui acceptent des contraintes qui ne seraient sans doute pas acceptées dans d'autres secteurs de métier. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins, en fait. Et par rapport cet été, les urgences, est-ce que vous en avez entendu parler? Parce qu'un peu partout, au CHU, ça va être chaud, Saint-Grégoire vont fermer. Nous, on n'a pas d'inquiétude médicale. On n'a pas d'inquiétude médicale. A priori, on aura des médecins à Saint-Malo. Pour diverses raisons, il y aura des médecins. Par contre, on n'aura peut-être pas d'infirmières. Et je peux vous dire que le problème de l'hôpital, c'est que si vous enlevez une catégorie de professionnels, ça saute quand même. C'est-à-dire que si les infirmières elles tombent comme des mouches, ou on n'a pas suffisamment d'infirmiers sur les urgences, puisqu'on va avoir la problématique que beaucoup de petits hôpitaux, Avranches, Vitré, Fougères, on parle même de Lamballe, peut-être bien Dinan aussi sur certains secteurs, on va avoir plein d'urgences qui vont être touchées. Donc du coup, va falloir gérer l'afflux vers les autres hôpitaux.
Or, les gens qui ont quelque chose, eux, ils ont été habitués. C'est pareil, ils vont pas du jour au lendemain ne pas venir aux urgences. Donc ils vont venir spontanément aux urgences qui seront ouvertes. Donc ils viendront où? Ils viendront à Saint-Malo ou à Rennes ou à Pontchaillou. Donc on risque d'avoir une influence supplémentaire cet été à gérer, sachant que déjà on est une ville, une ville qui est souvent l'été où on est un peu plus sollicité. Enfin, vas-y, On va avoir une réunion sur le capacitaire, donc en fait pour nous informer des fermetures de lits le 10 juin. Le 10 juin, mais rien que ce matin, par rapport au débat qu'on a pu avoir par rapport aux dangers graves et imminents sur le secteur gériatrique, on nous a annoncé quand même qu'il y avait 8 lits de fermés là, pour 2 services d'hospitalisation gériatrique. Il y a 11 lits qui ont été fermés à l'EHPAD des Corbières. Ouais. Et pour l'EHPAD de la Haise et de la Briantais, on n'a pas pu nous donner les chiffres parce qu'ils les avaient pas, ils voulaient faire le point pour nous donner les chiffres. 11 et l'autre c'est 8. 8 lits pour le service. 8 lits. Alors, à McBay. Donc c'est médecine aiguë gériatrique. Alors j'ai appris justement, moi, mais par quelqu'un que je connais, ils ont été orientés, les patients, ils ont été dispatchés dans les services. C'est ça. Donc notamment en oncologie. N'importe où. Alors que, il y a de la place. Voilà. Alors que, quelqu'un que je connais m'a dit, mais des gens qui arrivent de gériatrie en oncologie, on sait pourquoi. Voilà, ils sont pas. Donc, puis ça fait une surcharge de travail, ce qu'ils disaient. Et ces fermetures de lits sont liées directement au manque d'effectifs, et particulièrement pour la catégorie infirmière. C'est ça. On s'attend à des fermetures dans d'autres secteurs. Hein. La psychiatrie et... Donc là, vous voyez, ça fait déjà 19 lits. Plus ceux dont on nous a parlé, plus très certainement d'autres spécialités où il y aura aussi des réductions du capacitaire. Vous voyez qu'on peut très bien vite arriver à une 50aine de lits. Enfin, on en saura plus le 10 juin. Ouais. Alors même qu'en fonctionnement, entre guillemets, en temps normal, il y a déjà énormément de chambres qui sont doublées. Il y a des chambres simples qui se transforment en chambres doubles. Ça aussi, au niveau de la qualité de prise en charge des patients. Par exemple, s'il y avait un retour du Covid, là, ce serait le pompon. Parce que là, on a un hôpital qui est exsangue. Du coup, je ne sais pas comment on pourrait arriver à gérer. On verra tout à l'heure s'il y a de la mobilisation ou pas, mais comme l'expliquait le collègue tout à l'heure, de par le fait justement de cette problématique de sous-effectifs chroniques, les collègues ne peuvent pas se mobiliser physiquement dans les mouvements de grève puisqu'ils sont tout de suite assignés de fait puisqu'ils sont déjà en sous-effectifs. Et donc ça peut laisser penser quelque part, que ce soit dans l'opinion publique ou au niveau des autorités de tutelle, que ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop. Et après, je disais aussi ce midi que il y avait certains, de moins en moins, parce que là ils s'expriment davantage, mais une espèce de tabou. Parce que ici on exprime de la part des médecins, infirmiers, aides-soignants, silence un peu, une espèce de tabou de parler, parce que s'ils expriment leur mal-être, c'est aussi inquiéter les patients, etc. Donc c'est compliqué. Alors c'est un argument qu'on nous oppose aussi. Sur le fait, mais attendez, si vous dénoncez les difficultés, si vous mettez au grand jour les difficultés de l'hôpital public, quelque part vous vous le mettez en difficulté. Mais c'est impossible. Nous, cet argument, on le réfute, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se met la tête dans le sable et on se dit jusqu'ici tout va bien. Et là où je voulais en venir, c'est que par rapport au fait qu'il y a effectivement, quelque part, on peut se dire qu'il n'y a pas d'explosion sociale au niveau des hôpitaux. Non, c'est le contraire qui se passe. C'est une implosion. La date, ça fait une dizaine d'années. En fait, le tournant de la T2A, c'est que on a intégré les directeurs et certains médecins qui sont chefs de pôle, en fait, à gérer les finances de l'hôpital. Vous avez un camembert qui augmente très peu, c'est l'ONDAM tous les ans, avec les politiques qui décident pas d'une augmentation à l'Assemblée nationale de 1,5, 2% en fonction des soins. Le camembert augmente et c'est figé à l'avance. Par contre, la T2A après, c'est le premier qui sert dans les soins qui sont entre guillemets bien rémunérés. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, les cliniques, elles ont comme il y a un côté lucratif, elles ont très vite observé les faits que où je vais être rentable et où je vais gagner de l'argent. Mais l'hôpital public, c'est pas son rôle, lui. Lui, son rôle, c'est de soigner les gens n'importe comment. Donc du coup, on a voulu conserver un peu un fonctionnement d'hôpital public
Et on s'est retrouvé avec des patients souvent que les cliniques ne voulaient pas. Les patients qui sont très lourds et qui ne sont pas rentables, ils ne vont pas à la clinique. Parce que la clinique, il les renvoie directement ici. On les récupère là. Donc du coup, les missions de service public hospitalier, elles font que, implicitement, ça nous mettait en difficulté. Et on a fait croire aux directeurs d'hôpitaux qu'ils auraient plus de moyens. Mais en fait, les moyens sont opérés de telle manière. C'est-à-dire que comme le camembert augmentait très peu, eh bien, certains hôpitaux qui ont été entre guillemets plus vertueux financièrement ont obtenu plus d'augmentation de moyens que les autres. Et donc si vous aviez entre guillemets un hôpital très vertueux, ben, vous aviez du coup du financement supplémentaire. Mais si vous aviez un hôpital qui répondait pas entre guillemets à la mécanique de la T2A convenablement, eh ben, il s'est retrouvé avec des augmentations insuffisantes par rapport aux dépenses de soins. Et à l'arrivée, on se retrouve avec des hôpitaux qui sont complètement... voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, dans le cas du Ségur, une partie des déficits des hôpitaux a été repris. La dette a été reprise à hauteur de 30% pour uniquement nous permettre de survivre. Mais le problème, il est de fond. C'est tant que la T2A sera sur notre dos, ça ne fonctionnera pas dans les hôpitaux français. Il faut dire ce qui est. Il y a une logique comptable aussi dans cette partie de l'enveloppe qui est destinée à renflouer les plus importants déficits. C'est tout simplement parce que les banques également n'auraient pas prêté à des établissements avec un déficit pas possible. Les choses n'ont fait que s'aggraver, Quand bien même on a attiré l'attention depuis des années, là on est arrivé à un point, et la preuve, quand on voit des services même de CHU, de services d'urgence qui ferment, c'est quand même que la machine ne fonctionne plus. On entend, ah bah oui mais je peux pas résoudre le problème du jour au lendemain, il faut former des infirmières et ça prend plusieurs années. C'est vous. Bah oui, il aurait fallu déjà s'en occuper il y a bien longtemps, quand nous on tirait la sonnette d'alarme, mais on nous disait vous faites du catastrophisme, déjà à l'époque. Mais nous ce qu'on voit là, c'est qu'on arrive à un point où effectivement la situation est tellement critique, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que les urgences ferment et qu'il y a du filtrage d'appel, ça n'empêche pas les patients d'être dans le besoin. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces gens? Le même nombre de personnes qui va solliciter les urgences. Alors ils vont appeler le 15. Ah, il y a le 15. Oui, mais là, le 15, avec cette politique et ces situations-là, il va encore plus filtrer. C'est ça. Il va encore plus filtrer. Ça veut dire qu'inévitablement, on va augmenter le risque de passer à côté de cas graves. J'appelle le 15 parce que j'ai un fort mal de tête. Il se peut qu'avec un filtrage poussé encore plus pour éviter l'afflux aux urgences, voire parce que les urgences sont fermées dans le secteur, eh ben, prenez de Doliprane et puis on verra un peu plus tard. Et puis 2 heures après, c'est l'AVC. On est rendu ici à passer par les DGI, donc en fait à passer par l'inspection du travail, parce qu'en fait on n'est pas écouté. C'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau avoir dénoncé les choses en intersyndical depuis plus d'1 an en disant attention, là on va droit dans le mur. On est passé par l'inspection du travail. Et ben, pour vous donner à quel point on peut se poser des questions sur le management que l'on a. L'inspection du travail a fait ce qu'on appelle des lettres d'observation, c'est-à-dire qu'il a confirmé à chaque fois les dangers graves imminents qui ont été déposés ici. Les DGI ont été posés en décembre et janvier et avril, et ils ont été confirmés en mai par l'inspection du travail, c'est normal, parce que c'est une procédure qui est très longue en fait. L'inspection du travail... l'aide d'observation. Voilà, l'aide d'observation en disant en gros, il y a de l'insécurité au travail. Voilà. Risque sur les soins, risque sur la santé des personnels, voyez, la totale. Quoi. Et pas de réponse immédiate pour corriger ces risques. Les urgences et ces centres de soins primaires, ils vont pouvoir assurer les urgences de première intensité et désengorger nos hôpitaux. Et puis surtout, un hôpital de plein exercice à Dinan, avec ouverture de la maternité et maintien bien sûr des urgences. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis là et on va continuer à travailler avec nos camarades syndiqués. Et les agents, ils se considèrent non plus. Il n'y a pas de reconnaissance. Même la reconnaissance salariale qui est de 183 €, pour la plupart, bah, malheureusement, elle est déjà happée par l'inflation. Vous voyez bien qu'on se fait tous grignoter une partie. Donc il y a toujours cette contingence. Une infirmière ou un aide-soignant qui travaille de nuit à l'hôpital public, c'est 1,07 € de l'heure. C'est-à-dire que quand vous faites une nuit 8h, 20h, ou je dirais l'horaire c'est 21h, 6h30 du matin, vous allez gagner 9 € ou 10 € de plus. Donc c'est pas du tout rémunéré.
alors qu'ils ont 7 ans d'espérance de vie en moins, les collègues de nuit, par exemple. Vous voyez. Donc en fait, on a des primes, parce que le Ségur, c'est qu'une prime aujourd'hui, c'est pas dans le salaire. Voilà. Il y a tout ça qui joue. Il y a la revalorisation salariale. Nous, on avait dès le départ, il fallait 300 ou 400 euros pour déjà asseoir l'idée que l'hôpital public avait conscience du fait qu'on rémunérait mal ses salariés. Et là, en l'occurrence, les 183 euros, ils sont quasiment mangés déjà aujourd'hui. Et la plupart vous diront qu'ils n'ont toujours pas ce sentiment d'être reconnus. Ils n'ont pas ce sentiment d'être reconnus. Et il y a 2 options pour être reconnus. C'est augmenter les salaires de manière correspondant à votre responsabilité, parce qu'aujourd'hui on fait prendre des risques importants à des infirmières qui travaillent en infériorité, qui sont en sous-effectif. Parce que faire des soins graves, vous mettez votre diplôme en jeu. On a eu des cas, nous ici, où malheureusement quand il y a des affaires qui arrivent, vous pouvez perdre votre diplôme, ou vous pouvez même être condamné au pénal. Donc on ne le souhaite pas, nous, mais ce qu'on voit arriver, c'est ça. Et donc du coup, ces gens-là, comme ils n'arrivent pas à avoir cette revalorisation et cette reconnaissance, ils se tournent vers ou l'intérim, ou ils quittent le métier. Parce que quand ils vont du côté intérimaire, mais c'est valable pour les médecins aussi, une garde de médecin à l'hôpital, c'est 250 euros. Vous passez dans le privé, un urgentiste, il va gagner 1200 euros. Il va gagner 5 fois plus. Donc il se dit, mais pourquoi j'irais m'embêter à garder le principe d'avoir de service public si je gagne 5 fois plus? Pareil pour nos collègues infirmières, les infirmières qui sont dans les longs séjours. On ne demande pas à s'aligner sur le projet. Non, on ne demande pas à s'aligner sur le projet, mais si les salaires sont trop décalés par rapport à l'intérim, on décourage entre guillemets le principe de travailler en collectif pour des valeurs de service public. Et du coup, on a plein de collègues, des jeunes collègues qui démarrent leur carrière, ils disent mais nous on n'est pas attachés, on a généré ça. C'est-à-dire que les employeurs, ce que je disais là, ils n'ont pas stagiairisé. Non, on a des collègues 3 ans et demi, 4 ans. 4 ans sans avoir d'augmentation de salaire quasiment, sans voir d'évolution. Ils se disent finalement on est contractuel, ils s'en foutent de nous. Ils se précipitent pas pour nous stagiairiser, paf, on part à l'intérim. Et puis ils se rendent compte qu'ils gagnent 2 fois plus. Parce que Stéphanie, donc, qui est Non. représentant du personnel Je suis Dinan. Stéphanie Luzy de la CGT, je suis secrétaire du syndicat de l'hôpital et donc par rapport à Dinan, nous beaucoup d'inquiétudes. Quand M. Costa est arrivé il y a 3 ans, il nous a dit que le déficit c'était 200 postes en moins sur le GHRE. On ne doit pas en être loin aujourd'hui, enfin peut-être un peu moins, mais pour ce qui concerne Dinan, on avait un capacitaire de 300 lits. En 2021, on n'était plus qu'à 241 et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 205. Donc, et actuellement, de toute façon, au niveau personnel, on a aussi une pénurie de personnel. On referme 22 lits pour l'été avec des urgences qui débordent et donc on ne sait plus quoi faire des patients. On a des patients qui sont sur des brancards des heures et des heures. Un autre exemple, on a un EHPAD du Jardin Anglais à Dinan, actuellement sur 15 IDE. Il va nous en manquer 7 le mois prochain. Voilà. Donc, Et on sait pas IDE, c'est quoi? Infirmière, pardon. Ouais. C'est ça. Il Et manque on- combien? 7. Et on Sept. n'arrive pas à recruter. Donc là, la solution qu'ils ont trouvée, puisque nous on a eu notre réunion pour la fermeture des lits, c'est d'enlever des infirmières la nuit dans certains services, comme en cardiologie, en pneumologie. Donc voilà, on va avoir du personnel épuisé. Donc c'est ce que je voulais. Et puis par rapport au projet, moi je voudrais juste dire un mot, projet territorial. On a promis au maire de Dinan qu'on garderait les urgences ouvertes. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, c'est vraiment se moquer de nous, quoi. Parce qu'on voit bien que les urgences ferment partout. Et nous, à Dinan, miraculeusement, on arrivera à sauver nos urgences. Sans spécificité, donc des urgences où on ne pourra pas faire monter les patients dans les lits, puisqu'il faudra transférer Ici. sur Saint-Malo. Voilà. Et en faisant le lien, je me permets de faire le lien avec ce que tu dis, Stéphanie, sur le nombre de calculs de lits et par rapport au projet C'est ça. de nouvel hôpital, où on nous parle de mémoire de plus de 40 lits, Oui. plus 40 lits d'hospitalisation complète et plus 140 lits d'hospitalisation de jour. Mais la question qu'on doit se poser, c'est sur quel calcul? Sur le capacitaire d'aujourd'hui, où on a fermé des lits, ou le capacitaire d'il y a 4-5 ans? 300 lits, c'est payé On combien? n'a pas de réponse à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fermé la chirurgie
on a perdu le fait de perdre ses spécialités. On a commencé à voir les services se fermer puisqu'on n'avait plus de bloc opératoire. Mais il y a 10 ans, on avait un capacitaire de 300 lits. On voit bien ici la contradiction entre le discours et les faits de la situation de l'hôpital public. On nous dit que la population augmente et la population est vieillissante, qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques, mais dans le même temps, on constate des fermetures de lits. Productivité. Là, il faut qu'on nous explique aussi la logique par rapport à la prise en charge des citoyens au niveau de leur santé. Et la question se pose aussi effectivement sur le réel capacitaire au final du projet de l'hôpital, le projet de territoire. Le projet, on a eu l'expertise qui a été rendue la semaine dernière. Nous, au niveau de notre syndicat, on n'a pas rendu d'avis pour la bonne et simple raison, c'est que l'expert considérait qu'il n'y avait pas possibilité d'émettre un avis éclairé pour plusieurs raisons. On n'a jamais eu de retour d'études de flux sur les mobilités de personnel et de patients. C'est-à-dire que par exemple, on a affirmé haut et fort dans toute la presse que le plateau technique et les services de médecine chronique iraient à Dinan. On leur a dit, monsieur le directeur, on vous prend en mot, donc si vous mettez le service à Dinan, quelles conséquences pour les personnels, puisque vous l'affirmez. Parce que le jeu de la direction, c'était de nous dire, oui, mais le projet n'est pas officiel, il n'est pas terminé, donc on ne peut pas trop vous dire. Je dis, oui, mais il y a au moins un service que vous affirmez haut et fort qui va partir à Dinan. Qu'en est-il pour ce service-là? Il n'y a aucune étude de flux, aucune étude sur les conséquences sur les patients. On a demandé, mais si les patients doivent prendre la voiture là, ou l'ambulance, combien de transports? Qu'est-ce que ça va générer? Est-ce que vous aurez du personnel? Je vais prendre un exemple très simple. Les kinés sont très mal payés dans la fonction publique hospitalière. On gagne 2 fois moins que dans le libéral. Donc on n'en trouve pas. À Dinan, vous appelez Dinan, vous leur demanderez, les collègues de Dinan, ils ont un mal fou à avoir des kinés qui restent, puisqu'en fait, rapidement, ils s'installent dans le libéral parce qu'ils voient qu'ils gagnent 2 fois plus. Mais ça, c'est lié, ce qu'on vous disait, le fait de ne pas vouloir payer raisonnablement des métiers qui sont beaucoup plus valorisés à l'extérieur. Et résultat des courses, je suis certain que demain, même que vous ayez un super bâtiment, on aura un mal fou à avoir du personnel qui restera à moyen terme, parce que c'est inintéressant sur le plan pécunier. Il y a des gens, ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans, puis au bout d'un moment, ils se disent, bah ouais, mais bon, je peux gagner 2 fois plus ailleurs. Donc ils se forment, une fois qu'ils ont la formation, et ils s'en vont. Et il y a une problématique de formation qui se passe. L'hôpital public, c'était un vivier de formation. Là, on est en train de le tuer, puisqu'en fait, on n'est plus capable. Imaginez comment voulez-vous former des infirmières dans les services qui sont sous-dotés au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas les libérer. Les étudiants, vous croyez qu'on les forme bien actuellement? S'il y a -1 ou -2 ou -3 en infirmière, vous ne pouvez pas les former. Concrètement, elles font des soins toutes seules. Mais ce qui est surprenant aussi, c'est que les politiques, même locaux, ne sont pas au courant. C'est-à-dire que nous, on travaille aussi avec les maires du sud de la zone, là, et eux-mêmes, les bras leur en tombent. Ils sont au courant de rien, d'absolument rien. Le fameux rapport Rossetti, qui est un document public, il a fallu que les syndicats saisissent la CADA pour qu'enfin on nous communique une partie du document. Et cette petite partie de document, ça nous met en position d'en savoir presque plus que pratiquement tout le monde. Moi, j'ai été reçu à la CCI là, par des chefs d'entreprise de la Côte d'Émeraude. Eux-mêmes disaient qu'ils étaient au courant d'absolument rien. En fait, ils nous ont demandé la fameuse synthèse du rapport Rossetti, parce qu'eux n'ont absolument rien. Le niveau d'information est à 0. Ça, c'est un déficit de démocratie. L'hôpital, il appartient aux citoyens du territoire de santé. Et on voit bien que dès qu'on commence à s'y intéresser, alors là, il faut bien sûr aller voir ailleurs. Le CNIS, c'est le Conseil national d'investissement en santé. Donc le 15 juin, c'est demain, le CNIS doit rendre son avis sur le projet. Vous verrez que si vous faites une recherche sur les gens qui sont membres du CNIS, vous allez trouver M. Rossetti qui lui-même a fait le projet. Donc, il va donner son avis sur parti. Bah ouais. Vous voyez la problématique. M. Rossetti qui a fait le projet fait partie du CNIS. Donc en fait, c'est le 15 juin. C'est le 15 juin qu'il doit avoir un avis. Alors le CNIS donnera seulement son avis favorable ou défavorable sur le fait qu'il crédite entre guillemets le projet financièrement. Mais nous, comment voulez-vous qu'on voit un projet qui fonctionne quand ça dysfonctionne à tous les niveaux à l'hôpital? Il faut absolument que les gens ils reprennent confiance dans l'hôpital. Il n'y a pas 36 solutions. L'hôpital, il faut lui donner les moyens de fonctionner. Il faut que les gens soient payés raisonnablement. On ne demande pas d'être payé 3 fois plus cher que le privé. On demande seulement qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale
entre le libéral et que les gens on ait le choix de travailler ou à l'hôpital ou dans le libéral. Avant, on bénéficiait, les infirmières notamment bénéficiaient d'un départ en retraite plus comme les enseignants. On partait à 55 ans. La pénibilité du métier était compensée par des salaires un petit peu moins importants, mais par contre par un départ plus précoce en retraite. Donc ce qu'on perdait d'un côté, on le gagnait de l'autre. Et on arrivait dans la fonction publique en disant bah ouais, on sera un peu moins payé, mais on aura un avantage demain, on aura une retraite assurée avec un salaire qui ne bougera pas, une sécurité de l'emploi. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes contractuel 4 ans, la sécurité de l'emploi, vous ne l'avez pas. Donc, concrètement, vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas acheter une maison, vous ne pouvez rien faire. À Saint-Malo, 6% d'augmentation des loyers. Comment voulez-vous trouver des contractuels qui viennent à Saint-Malo alors que l'augmentation des loyers a explosé et qu'on est mal payé pour certains métiers? Alors, on ne trouve plus personne. On ne trouve plus personne. Et ça, il y a une responsabilité de l'État et des directeurs. On n'a pas de crèche hospitalière. Aujourd'hui, on fait des heures supplémentaires à l'hôpital. Dans le privé, vous êtes rémunéré. Vous faites normalement. Vous faites des heures supplémentaires. Vous pouvez être rémunéré normalement, j'ai dit. Normalement, c'est ça. Nous, c'est sur un compte épargne-temps. Vous n'avez aucun intérêt à rester. En fait, l'hôpital public, il a fonctionné, c'est ce que je dis depuis 15 ans, pour diminuer le coût financier de l'hôpital. Bah, on a réussi, on a baissé le coût financier, les dépenses ont été entre guillemets maîtrisées. Mais à quel prix ?